à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'univers et bienvenue dans cette troisième édition de La Pile 2022, huitième au total. Petit test de décor pour les piles, on va voir si ça reste, on va voir si c'est sympathique, je ne sais pas, je teste des trucs. Lançons-nous parce qu'on a quand même pas mal à voir aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, Babel 17 de Samuel R. Delany, sorti la première fois en 1966. J'ai mes notes à côté pour une fois, histoire de voir que je ne fais pas de bêtises. Vous allez penser à force que j'ai du mal avec les livres SF Masterworks et les livres qui commencent à dater un petit peu mine de rien. C'est pas toujours le cas, c'est même pas du tout le cas, mais alors vraiment je crois que ça a été le grand chelem des SF Masterworks qui ne me correspondent pas en ce moment, et celui-là malheureusement en fait partie. Ce livre rassemble énormément de clichés en SF qui malheureusement en fait ont extrêmement vieilli. L'histoire en fait, pour expliquer très vaguement, c'est l'alliance des hommes qui se fait attaquer par ce qu'ils appellent des envahisseurs, avec une linguiste / ancienne militaire qui s'appelle Rydra Wong, qui est envoyée en fait par l'armée pour décrypter, on va dire, le langage des envahisseurs, le langage des aliens. Dans l'idée c'est sympa. Maintenant depuis on a eu Story of Your Life / The Arrival / Premier Contact. Et bah voilà, en fait, voilà, Premier Contact a un peu repris en fait ces idées, alors je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais The Arrival a repris ces idées-là, les a modernisées, et depuis, on va dire que depuis ce livre fait un petit peu tâche. En fait, on essaie de te faire comprendre des choses sans vraiment les expliquer. On essaie de faire comprendre que le Babel 17, c'est non seulement le langage des aliens, mais c'est aussi une espèce d'arme en fait, une espèce d'outil qui peut servir en fait aux humains à détruire les envahisseurs. Et puis à côté de ça, on a des personnages qui sont vraiment pas intéressants, on a une espèce de bestiaire / collection de monstres du futur qui sont vraiment des caricatures en fait. Alors ok, c'est cool pour l'époque, on a un personnage féminin fort qui est le personnage principal et c'est cool, mais j'arrive vraiment pas à avoir de l'empathie pour elle. Je pense sincèrement que c'est un livre que j'aurais absolument adoré à 13, 14, 15 ans, mais aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, il n'a pas du tout cet effet-là pour moi. Je me suis vraiment embêtée pendant une partie du livre. Je l'ai trouvé assez commun et au final assez répétitif et franchement assez caricatural. Donc malheureusement, c'est pas du tout un livre pour moi. Est-ce que je le recommande? Dans l'idée, oui, parce que c'est quand même un grand classique de la SF et je pense qu'il faut quand même essayer, en tout cas, d'être curieux et d'aller vers le plus d'œuvres possible quand c'est possible. Maintenant, je pense pas que je repasserai vers ce livre pendant un moment. Bone Silence de Alastair Reynolds, sorti en 2020. Comment tu peux partir du mec qui a écrit Chasm City, qui a écrit Revelation Space, pour arriver à ça? Franchement, mais vous emmerdez même pas à commencer cette série en fait. Et je sais que j'ai été relativement dithyrambique avec le premier, parce que honnêtement, j'avais été assez surprise de voir un livre de Young Adult qui essayait de faire quelque chose. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort. Je l'admets quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de le faire, et quand j'ai eu tort vraiment. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'espère sincèrement que Alastair a des filles de 11 à 13 ans, on va dire, et qu'il a écrit ce bouquin pour elles, parce que mis à part, si tu as moins de 13 ans, je ne comprends pas comment tu peux aimer ce livre. Le world building est inexistant, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce monde où, en gros, ça te fait faire comprendre que le système solaire a plus ou moins implosé, et que en fait les planètes n'existent plus, que chaque en fait petit habitat est un espèce d'habitat modifié en fait, où il y a des espèces de bestioles qui vivent dedans et qui créent une gravité artificielle, mais on t'explique jamais pourquoi, on t'explique jamais comment, on t'explique rien en fait. C'est un monde qui fait extrêmement faux, je veux dire, il y a tous ces habitats-là qui requièrent de l'oxygène, qui requièrent du plastique, qui requièrent du métal, qui requièrent énormément de ressources. Vu que ce ne sont que des habitats artificiels, d'où viennent ces ressources? Il n'y a pas cette problématique-là qui devrait être centrale. Qu'est-ce que c'est que ce monde où les gens oublient les mots les plus simples comme air et qu'ils appellent ça ces trucs à poumons, lung stuff? Qu'est-ce que c'est que ce monde où on sait que les sœurs Ness sont genre les personnes numéro 1 à retrouver, mais voilà, même le marchand le plus exclu du système, il sait qu'elles existent, mais quand il voit les deux seules l'une à côté de l'autre, ils ne sont pas capables de savoir qui elles sont. Ils se sont jamais posé la question d'où viennent les coins. Enfin, les coins, un des trucs principaux du livre, c'est que la monnaie qu'ils utilisent est en fait des âmes d'aliens qui sont gardées sous forme de monnaie, en fait. Personne ne s'est jamais posé la question d'où ça venait. Enfin, c'est... Oui, j'ai du mal avec le young adult. Je vais le dire et je vais le répéter, parce que je vais en reparler dans d'autres livres que j'ai explorés ce mois-ci. Mais là, je ne comprends pas, en fait, comment ça a pu être publié. C'est à ce niveau-là où je ne comprends même pas comment ça a pu être publié. À tel point, c'est abyssal, en fait. Il y a rien dans ce livre, c'est zéro. Même le niveau d'écriture de Alastair Reynolds n'est pas là, quoi.
Les personnages sont débiles, l'histoire, elle n'a rien à voir avec, avec quoi on est parti au début. En fait, t'as l'impression qu'entre le premier et le troisième, on ne suit même pas les mêmes personnes. Vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Vous faites même pas chier à voir les bouquins. Peut-être parce qu'ils sont jolis à la rigueur si vous avez de l'argent à perdre, mais vous emmerdez vraiment pas avec ce livre. Et c'est honnêtement une des plus grosses déceptions de ces dernières années pour moi parce que je m'attendais vraiment pas à un truc pareil. Vraiment pas. Allez, passons à quelque chose d'un petit peu plus joyeux, avec pour le coup vraiment quelque chose qui sera dans mon top 10 je pense cette année. Annihilation de Jeff Vandermeer, sorti en 2014. Vous le connaissez sûrement avec le film Netflix qui avait pas mal fait parler de lui, en bien comme en mal à l'époque. Mais alors vraiment, lisez ce bouquin. Il relate l'expédition de 4 personnes, 4 femmes, 4 scientifiques qui vont dans la mystérieuse zone X, je suppose que c'est en français Area X, zone X, qui est une zone très particulière où il se passe des choses très particulières. Et nous suivons le récit sous forme de journal, en fait de rapport de la biologiste, qui est jouée par Nathalie Portman, il me semble, dans le film, il me semble. Et c'est un livre absolument fantastique. Lisez-le, il est extrêmement court en plus. Il fait combien de pages celui-là? 120 195, allez, je l'ai lu en 2 jours, je crois que je l'ai lu en un week-end. C'est absolument génial, c'est onirique, c'est sombre, c'est extrêmement bien écrit, ça te donne juste envie en fait de lire encore plus. Et on m'a dit que les suites n'étaient pas forcément les meilleures, mais ça me donne tellement envie de continuer, vraiment, j'ai absolument adoré ce livre. J'étais à fond dedans, je veux dire, Jeff Vandermeer, c'est un de mes auteurs préférés, je n'avais jamais lu Annihilation. Foncez, c'est de l'excellente cam et j'ai juste adoré ce bouquin. Un tout petit bouquin comme ça m'a fait un effet comme ça. Allez-y, vraiment. Même si vous n'avez pas aimé le film. Et honnêtement, je me souviens absolument pas du film alors que j'ai vu peut-être 2 fois, je crois. Faudrait que je le revoie en fait, pour me faire vraiment une idée. Peut-être une idée de versus aussi d'ailleurs pour la suite. Ça pourrait être sympa. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu la toute première nouvelle de Isaac Asimov, Pebble in the Sky, sorti en 1950, qui est d'ailleurs extrêmement dans le thème de cette vidéo, entre le violet, le bleu, le fond, voilà, ils se font complètement dans le fond, c'est magnifique. Ce livre suit, alors Joseph Schwartz, je suppose qu'on dirait, Schwartz qui est un retraité très bien sous tout rapport, voilà, il vit sa petite vie de retraité, et il se retrouve envoyé, sans le vouloir, enfin voilà, après une erreur scientifique très loin dans notre futur, où la Terre est un peu le fin fond de la plèbe de la galaxie en gros, où puisqu'il y a un gros problème de ressources et de pollution, les personnes au-dessus de 60 ans sont tuées parce qu'elles ne contribuent plus assez à la société. Ça se sent que c'est sa première nouvelle, elle a des petits soucis de rythme, elle a des petits soucis de répétition, elle a des petits soucis de création de personnages et de caractérisation de personnages. Maintenant, ça reste du Isaac Asimov, ça reste de l'excellent niveau. C'est une nouvelle qui est très intéressante sur le rapport à la nationalité, la citoyenneté, le rapport à la vieillesse aussi, question qui est très peu explorée mine de rien en SF je trouve. Un livre très intéressant que je recommande si jamais vous avez aimé les autres travaux d'Isaac Asimov, le cycle des robots, cycle fondation, peu importe. Et je vous le recommande parce que je l'ai trouvé, mine de rien, assez pertinent sur plein de questions qui peuvent être pertinentes aujourd'hui dans notre société actuelle, voilà, le rapport à la vieillesse encore une fois. Alors, ça peut avoir des petites facilités scénaristiques parfois. Si vous avez lu le bouquin, à peu près à la moitié, ils essayent d'introduire une espèce de pouvoir psychique un peu étrange où je me suis dit qu'est-ce que ça vient foutre là? D'où un des problèmes finalement d'une des premières nouvelles. Je veux dire, ça peut pas être parfait, mais ça reste extrêmement agréable. Ça reste du Isaac Asimov, ça reste du très haut niveau. Honnêtement, si toutes les nouvelles qu'on lisait aujourd'hui étaient du niveau de la première nouvelle d'Isaac Asimov, je pense qu'on irait tous bien mieux dans nos têtes. En tout cas, moi, oui. Cette vidéo s'appelle Fin d'air, en partie pour Bone Silence, mais aussi en partie pour The Ends of All Things de John Scalzi, sorti en 2015, et le 6e et dernier livre de la saga Old Man's War, ou Le vieil homme et la guerre. Saga où j'étais partie vraiment avec énormément d'amour, on va dire. Les 3 premiers livres pour moi étaient absolument géniaux. Les 3 derniers, c'est complètement autre chose, même si celui-là remonte un petit peu la barre. Ce livre suit vraiment le 5e, où on a du coup la problématique entre la Terre, le conclave et l'Union coloniale. Donc on suit exactement les mêmes passages, on va dire, que dans le 5e, mais avec une discussion avec le conclave qui est un petit peu plus présente. On a un petit peu plus les personnages du conclave, ce qui est cool parce que mine de rien, c'est devenu les personnages les plus intéressants, alors qu'avant c'était nos ennemis, donc cette petite dichotomie-là est intéressante. On a un petit peu moins le personnage de Wilson aussi, que j'aimais pas trop, parce qu'il a un humour très John Scalzien en fait, mine de rien, c'est ce qui fait l'attrait de ses livres, mais un petit peu trop adolescent, un petit peu trop des petites piques tout le temps, tu vois,
pas forcément très adulte et pas forcément très pertinent, je trouve. Là, j'ai trouvé que c'était intéressant, même si la fin, pour moi, m'a un peu déçue. J'ai pas pu m'empêcher d'être très déçue, en fait, quand je vois la maestria du premier livre, le grandiose du deuxième, et honnêtement, le troisième était carrément dans la même volée. Comment on passe du Old Man's War avec une question très pertinente sur l'autre, l'attrait militaire, la conquête spatiale, à ça. Je veux dire qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. La première partie du bouquin est hyper intéressante parce que ça suit vraiment une des problématiques du cinquième dont on n'avait pas vraiment eu de fin, en tout cas vraiment de finalité et de point de conclusion. Intéressant, mais alors vraiment la fin du dénouement, parce que mine de rien on a plus ou moins une conclusion, vraiment l'histoire entre le conclave, la Terre et l'Union coloniale, un peu décente, parce que ça rentre pile poil dans un trope que j'aime pas trop dans la SF, c'est le côté « Oh les humains sont fantastiques, oh ils ont... » Non, surtout qu'on a des espèces qui sont beaucoup plus avancées que nous, notamment les n'importe quoi, pas les Hobbins, les Konsu. J'ai trouvé ça un peu dommage, et ouais, je peux pas m'empêcher d'être un petit peu triste en fait pour la fin de cette saga, surtout que voilà, j'ai été complètement dithyrambique pour les 3 premiers et très très heureuse, et vraiment pour moi c'était censé être une des meilleures sagas de SF militaire que j'allais lire. Je me suis trompée, encore une fois, même si voilà, ça reste du très très bon niveau, et ça reste très agréable à lire et très facile à lire, ça tu lis en 3 jours, tu vois. Petit pincement au cœur pour ce que cette saga aurait dû être, à mon sens. En parlant de déception, Termination Shock de Neil Stephenson, oui le bouquin est plus gros que ma tête, sorti en 2021. J'ai une relation assez bizarre avec Neil Stephenson pour être honnête avec vous, parce qu'il a écrit 2 de mes bouquins préférés. Snow Crash, Seven Eves, et il a écrit 2 des bouquins que j'ai le plus détesté au monde. Termination Shock, non c'est pas vrai, pas du tout. The Fall or Dodge in Hell, pour le coup celui-là c'est oui, je l'ai détesté. Mais en fait ce mec n'a pas de style. Ce mec n'a pas de style d'écriture, parce que je vous mets au défi de demander à quelqu'un de lire en blind test Seven Eves, Snow Crash, ce bouquin et Fall, et de me dire que c'est le même mec qui les a écrits. On dirait pas que c'est le même mec qui les a écrits. Ce livre se passe dans notre futur, mais pas très très loin, je dirais 30 à 40 ans, on n'a pas vraiment de date. Et le réchauffement climatique a posé énormément de problèmes, voilà, la montée des eaux, ce genre de choses-là. Et un homme un peu fou propose de réunir des micro-États et des toutes petites nations comme les Pays-Bas et voilà, des personnes royales de Venise par exemple, de se réunir pour lancer ensemble son idée géniale qui pourrait aider à réduire la pollution et aider à réduire le réchauffement climatique et les effets de serre. Je me demande comment on peut écrire 800 pages de rien. Et en même temps de beaucoup. En fait, il y a beaucoup de trucs, mais qui ne servent à rien. Ce livre suit principalement des personnes issues de la monarchie européenne, un Sikh Punjabi qui veut créer un coup d'État contre la Chine, et un Texan un peu random qui arrive dans l'histoire totalement par hasard. L'histoire ne s'occupe que des États-Unis, des Pays-Bas et de l'Inde. Et encore, le Punjab, pas toute l'Inde, juste le Punjab. Alors qu'on parle de réchauffement climatique à l'échelle de la planète, parce que c'est ce que c'est, hein, ça ne focalise pas que sur un seul endroit, je m'attendais un peu à un mélange entre 2012 pour le côté truc climatique, grandiose et voilà, et Seven Eves pour le côté discussion scientifique intéressante, personnages impactants, personnages qui servent à quelque chose. J'ai rien eu de tout ça. J'ai eu un livre extrêmement long, qui prend beaucoup de temps à se lancer, qui prend beaucoup de temps à proposer la moindre question, qui prend beaucoup de temps à avoir une conclusion aussi, parce que la conclusion fait genre 300 pages. C'est un livre qui prend vraiment son temps, et j'ai pas de souci avec ça d'habitude, mais il faut que ça ait un propos, il faut que ça ait une pertinence. Ça n'est pas pertinent, ça n'a pas de propos. Ça en a un de base qui était absolument génial. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que je pensais vraiment que ça pouvait être intéressant. J'ai trouvé ça d'un vide absolu, en fait. Petit moment quand même un peu rigolo, c'est que entre celui-là et un autre livre dont je parlerai, le dernier livre je crois dont je vais parler, c'est que maintenant les livres qui ont été écrits post-2019 en fait considèrent le Covid comme canon dans l'histoire de l'humanité en fait, c'est-à-dire que là j'ai 2 livres je crois ce mois-ci écrits après 2019, sortis en 2021, où le Covid fait partie intégrante de l'histoire. Donc c'est assez rigolo, enfin c'est rigolo, non c'est pas drôle, mais c'est intéressant de voir comment ça a impacté les auteurs et comment ça a impacté leur manière d'écrire notre futur, je trouve. Parce qu'à un moment donné, ils parlent genre du Covid-27, je crois, dans ce bouquin-là, Covid-23, Covid-27, et tu dis... J'espère que c'est pas prémonitoire, parce qu'on aurait quelques petits problèmes. Mais voilà, je ne conseille pas Termination Shock.
En plus, voilà, je me suis encore fait avoir sur le format. C'est pas un format britannique classique, c'est un gros format énorme, tout moche, qui n'y a pas du tout en bibliothèque. Mais voilà, je n'ai pas apprécié mon temps avec lui et franchement, je suis déçue de plus en plus des livres de Neil Stephenson parce qu'en fait, c'est vraiment qui tout double, quoi. C'est soit j'adore, soit vraiment je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et c'est hyper triste de voir qu'un mec comme ça n'arrive pas à être consistant dans son écriture. Ma foi, je m'en remettrai, hein. Ou pas, d'ailleurs, c'est pas bien grave. Allez, on passe très rapidement à Morte de Terry Pratchett, sorti en 87, où nous suivons Mortimer, Morte de son surnom, qui devient l'apprenti de la mort, de Death, du coup. Donc très drôle en français, qui s'appelle Mort, en fait, du coup, avec Death. Enfin, voilà. Ils font le jeu de mots, d'ailleurs, à un moment donné dans le bouquin, donc c'est assez rigolo. Voilà, je veux dire, mes critiques de Terry Pratchett, à force, vont se ressembler, toutes un petit peu, mais voilà, c'est drôle, c'est funny. C'est drôle, c'est funky, c'est dans un monde complètement délirant. Le personnage de la mort, pour moi, est un des personnages les plus drôles qui ait jamais été écrit au monde. Lisez du Terry Pratchett, je veux dire, je pense que c'est pas... Je pense que c'est commun maintenant qu'il faut lire du Terry Pratchett, je pense que vous le savez tous. Je n'apprends rien à personne, donc voilà. Et celui-là, franchement, est très drôle, je l'ai beaucoup aimé. Surtout après Termination Shock, où j'avais vraiment besoin de quelque chose d'un petit peu plus doux, ça m'a apporté beaucoup de douceur. Allez, on va repartir dans du YA, je crois que c'est le dernier livre du YA, ouais, c'est le seul livre de YA que j'ai lu après ce mois-ci. C'est Iron Widow, alors je me suis mis à côté sur mon ordinateur, la prononciation c'est Shiran J. Chao, il me semble, je suis désolée si je le prononce mal, j'ai essayé d'écouter plusieurs fois et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ces prononciations-là. Sorti en 2021, petit préambule, même si je n'ai pas aimé le livre, j'adore la chaîne YouTube de cette personne. Yel, il me semble qu'elle est non-binaire, est absolument fantastique. Allez voir son travail sur YouTube. Elle parle de la culture chinoise à travers les médias, notamment européens et américains. Donc, par exemple, elle a fait une critique de Mulan en essayant d'expliquer pourquoi est-ce que c'était pas cohérent. Elle a regardé aussi Kung Fu Panda en expliquant les différentes cultures, enfin les points de culture chinoise. C'est hyper intéressant. Moi, j'y connais strictement rien, honnêtement, tristement, parce que c'est une culture très intéressante. Mais je n'ai jamais pris le temps de m'y intéresser. Donc, vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir sa chaîne YouTube, parce que c'est une personne qui a l'air extrêmement intelligente et vraiment de connaître vraiment son sujet. Maintenant, connaître son sujet, ça ne fait pas forcément des bons livres et oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai détesté celui-là. On suit une jeune femme de 18 ans qui s'appelle Zetiane, qui vit dans un monde, on va dire, un peu alternatif, où ce qu'on suppose être la Chine mais qui s'appelle Huaxia, est envahie par des espèces d'aliens méca qui tuent un peu tout le monde et qui prennent beaucoup de territoire. Et pour contrer cette force, sont envoyés ce qu'on appelle des chrysalides, qui sont des espèces de gros robots géants méca à la Pacific Rim, pour les détruire. Et en fait, le problème de ce monde-là, c'est qu'il est extrêmement patriarcal et que ces chrysalides ont besoin de 2 pilotes, donc un pilote homme et ce qu'on appelle une concubine pilote qui, en gros, va donner son énergie vitale, son chi, au pilote et mourir, du coup, pendant le combat, parce que c'est ce que font les femmes. En fait, elles se dévouent en fait, à donner leur vie pour défendre leur pays. À la mort de sa sœur, Zetiane décide de partir pour s'enrôler, on va dire, dans l'armée, pour tuer le pilote qui a du coup pris l'énergie vitale de sa sœur et l'a tué. Je sais que c'est du YA, je sais que c'est fait pour les jeunes, mais ça peut être fait pour les jeunes et avoir un propos et être pertinent, parce que là, je ne comprends pas le monde dans lequel on est. Là, ce que je vous ai décrit, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Les aliens, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on n'a jamais de description des aliens, on ne sait pas depuis quand ils sont là, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. On te décrit vite fait qu'il y a cette histoire d'énergie vitale qui aurait pu être super intéressante. On te dit vite fait qu'il y a des énergies de feu, de métal, d'eau, peu importe. On ne connaît pas leurs effets. On ne sait pas pourquoi ces différentes énergies-là, est-ce que c'est les mêmes chez les aliens. On ne sait pas comment fonctionnent les chrysalides. On ne sait pas... On ne sait rien en fait. Oui, le monde est patriarcal, mais il n'y a personne d'autre avant Zetiane qui s'est dit « Ah, quand même, ça fait chier, c'est parce que je suis une femme que je suis une naze. » Non, c'est-à-dire ça n'a jamais existé avant Zetiane, quoi. Il n'y a jamais une femme qui s'est dit voilà, ça me saoule. Tu vois, il n'y a jamais eu ce truc-là. Ils vivent dans un monde, du coup, où ces espèces d'armures méca existent, mais au début de l'histoire, on voit que Zetiane, elle vit dans une espèce de monde fantasy à la Robin Hood, où elle a à peine l'eau courante. Ok, c'est censé être un livre aussi pseudo-féministe pour ados, mais on est censé applaudir une jeune femme qui tue sans vergogne, qui manipule à peu près tout le monde, et qui traite les femmes qui ne sont pas elles comme de la merde. C'est très féministe, ça, c'est un super modèle pour les jeunes femmes. Et aussi parce qu'elle est dans une relation polyamoureuse, donc forcément, puisque c'est queer et puisque c'est progressiste, entre guillemets, si je déteste ce mot, puisque c'est progressiste, on doit forcément applaudir. Il n'y a rien qui va dans ce livre. Je ne comprends pas le monde dans lequel on vit, je ne comprends pas pourquoi je suis censée aimer Zetiane, alors qu'honnêtement,
c'est une connasse. On va dire ça de la manière la plus simple possible. La relation polyamoureuse est méga forcée. J'ai rien du tout contre la polyamour. Faites ce que vous voulez, du moment que c'est consentant, mais la relation polyamoureuse n'a aucun sens. Les dialogues sont absolument affreux. Je ne parle même pas du fait qu'on n'explore absolument pas le monde dans lequel on vit. J'ai presque envie de dire que c'est pire que Red Rising. On va passer très rapidement sur Remote Control de Nnedi Okorafor, sorti en 2021, où nous suivons Sankofa, qui est une jeune fille qui est dit être la fille adoptive de la mort et qui se balade à travers le Ghana à la recherche d'un objet qui lui a été retiré et qu'elle recherche. Voilà. C'est un petit conte assez court, une petite nouvelle qui se lit extrêmement bien. C'est la première fois que je lis du Okorafor, alors que voilà, j'en ai déjà beaucoup entendu parler, mais c'était une très très jolie nouvelle, très très bien écrite. Je lis mine de rien très très peu de romans africains. J'en ai lu, mais en SF c'est la première fois que j'en lis. Ça me donne envie de découvrir un petit peu plus. C'est quelqu'un qui a déjà écrit beaucoup de livres, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a à me proposer, autre que celui-là. Je crois que c'est son dernier en plus, celui-ci, donc voilà. J'ai bien fait d'aller dessus. Alors je disais que j'avais lu que 2 livres de YA, en fait j'hésite un peu à placer celui-ci, Winter's Orbit de Everina Maxwell, sorti également en 2021, où nous suivons le prince Kiem, qui se trouve dans l'Empire d'Iskat. L'Empire d'Iskat est un empire qui contrôle 7 planètes plus ou moins, et l'une d'entre elles est en train de plus ou moins d'entrer en sécession, alors que le prince Tam, qui était marié à l'envoyé, on va dire, de cette planète, décède. Du coup, le comte Jainan, qui était l'envoyé, doit être remarié de force au prince Kiem que nous suivons, et on découvre que la mort de Tam est en fait un petit peu chelou. Un truc très vite, avant que ça me tombe dessus, je suis bisexuelle moi-même, je n'ai absolument aucun problème avec les personnages homosexuels ou les relations homosexuelles dans les livres, j'en ai rien à faire de savoir s'il y a des personnages queer, LGBT, ce que vous voulez, du moment que c'est une bonne histoire. L'inclusion de personnages homosexuels brise cette histoire complètement, parce que le principe des mariages arrangés, que ce soit dans la fantasy, dans la science-fiction, peu importe, c'est d'avoir des contrats, en gros. C'est des contrats d'entreprise, en gros, c'est ce que c'est. Le principe d'avoir un personnage homosexuel dans un monde où il n'est pas dit que tu peux séquencer ton ADN pour te faire un enfant à partir de ton propre ADN, ou des utérus artificiels, ou des mères porteuses de ce que tu veux, fait que si l'un des deux meurt, comme c'est le cas là, c'est la merde, parce qu'il faut refaire un traité, il faut refaire un contrat. Le but d'avoir des mariages hétérosexuels dans un empire, c'est que tes enfants, ta progéniture, continueront le traité. Tu vois? Là, c'est pas le cas du coup, parce qu'il n'y a pas de choses comme ça qui te permettent, en étant un couple homosexuel, d'avoir des enfants, en tout cas pour ce qu'on en sait. Donc, comme il en est fait nulle part mention, c'est débile. Voilà. Surtout que, mini spoiler, mais en vrai, lisez pas, on s'en fout, c'est pas un très bon livre, un des couples homosexuels présentés dans ce livre est psychologiquement et physiquement abusif envers son partenaire. Super représentation de la bisexualité et de l'homosexualité, les gars. Bravo à vous. Non, ok, en dehors de ça, les personnages sont enfantins. J'ai jamais été mariée de force, je sais pas ce que c'est de draguer quelqu'un alors que t'es censé être mariée de force, et je me souviens plus comment c'était quand j'étais ado, mais là c'est des personnes qui sont censées être dans leur vingtaine, un peu plus âgées que moi, ils se comportent comme des ados de 13 ans, voilà, le côté oh là là, je trébuche parce que tu es tellement beau, et oh là là, oh non, ça se voit, en fait, c'est du yaoi en fait, voilà ce que c'est du yaoi. C'est de la romance homosexuelle écrite pour les midinettes, pour les jeunes femmes. Parce que en fait c'est ce que c'est, normalement Everina Maxwell écrit de la littérature romance. Et c'est ce que c'est. Dans un univers de science-fiction, là pour le coup. En fait l'inclusion dans la SF fait très forcée. La plupart du livre fait très forcé, mais dans les quelques inclusions des éléments SF fait très forcé et en fait ça fait quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le genre malheureusement. Si ça peut emmener des gens qui ne connaissent pas ou qui n'avaient jamais été vers ce genre à la base, vers la SF, pourquoi pas. Mais je pense pas que ça a cet effet-là, je pense que ça a plutôt l'effet inverse, parce qu'honnêtement le livre n'est pas très très bon. Il y a un gros Deus Ex Machina à la fin qui t'emmène vers le dénouement de l'histoire. C'est pas très très intéressant, c'est assez long, c'est très redondant, je supporte pas le personnage de Kiem. Le comte Jainan, on oublie encore plus, parce qu'en plus on est censé être dans leurs deux têtes à eux. Il y a une partie des dénouements qui fait qu'on doute complètement du conte alors qu'on est censé l'aimer, que c'est notre personnage principal. Pas intéressant, passez votre chemin, surtout si comme moi l'histoire de romance et d'amour, si c'est vraiment spécifiquement le point de vue du livre,
ça vous intéresse pas, oubliez, voilà. Si c'est quelque chose que vous aimez d'habitude, déjà qu'est-ce que vous foutez sur ma chaîne, et ensuite, vous trouverez des meilleures histoires d'amour ailleurs, j'en suis persuadée, parce que celle-là, elle est quand même très très forcée et pas très très intéressante. You Sexy Thing de Kat Rambeau, sorti en 2021, où nous suivons Nico et son équipe d'anciens mercenaires qui ont un restaurant, voilà, ils ont pris leur retraite et ils ont ouvert un restaurant, comme tout un chacun, sauf qu'un jour ils se font embarquer à bord du You Sexy Thing et emmenés vers une prison, voilà, quelque chose vers laquelle ils n'ont pas du tout envie d'aller. Je fais un mini spoiler mais c'est pas grave. Alors, Kat Rambeau, qui est une personne non binaire, donc j'utiliserai les pronoms qu'elle a décidé d'utiliser, a lu la saga Wayfarers, la saga des voyageurs de Becky Chambers, et s'est dit que c'était vachement cool et qu'elle allait faire pareil. Alors, elle a raison, c'est une saga vachement cool, mais tout le monde n'est pas Becky Chambers, et c'est pas parce que tu balances des personnages LGBT queer, des aliens tellement caractérisés qu'un seul trait fait que la race entière est comme ça, hein, voilà, ça suffit complètement pour créer une race entière autre que l'humanité, et des méchants, très très méchants, parce que tu sais qu'il est méchant parce qu'il torture pour rien, parce que c'est très 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 méchant. C'est pas parce que tu mets tout ça que ça fait un bon livre, et ça fait pas un bon livre, et mon Dieu, qu'est-ce que c'est stupide. Je suis vraiment désolée. Les persos, Nico mis à part, sont hyper caricaturaux, et genre, allez, j'en parlerai pas plus parce qu'en vrai, j'ai pas du tout aimé, lisez-le si vous voulez, personnellement, j'ai vraiment pas accroché. Il y a un personnage qui est d'une race qui s'appelle un Florian, qui est vert, qui vit dans une planète pacifiste qui aime la nature, et ils l'ont appelé Pétalia. Florian, donc fleur, vert, nature, Pétalia. Vous avez besoin de rien d'autre pour savoir ce que c'est que ce bouquin. Allez hop, au suivant, qui est pas forcément mieux, mais un petit peu quand même, The Calculating Stars de Marie-Robinette Koval, sorti en 2018, où nous sommes dans une uchronie, du coup un monde alternatif où une météorite s'effondre sur la Terre au milieu des années 50, je crois que ça se passe en 52, le début du livre, rasant complètement l'état de Washington et créant du coup de nombreux problèmes climatiques au point que l'humanité doit se préparer à partir dans les étoiles, chercher une autre maison, un autre endroit où vivre dans les étoiles. Et nous suivons du coup Elma York, qui est une calculatrice, qui est un ordinateur humain pour le compte de la NACA, et qui doit aider du coup à cet effort-là aux États-Unis, et doit aider à créer, on va dire, les fusées, l'effort, on va dire, pour partir dans les étoiles, sachant qu'elle décide, dans sa tête, elle a raison d'ailleurs, que les femmes pourraient aussi être astronautes, et du coup décide de faire du lobbyisme, on va dire, pour que les femmes soient astronautes, parce qu'elle-même était une WASP, donc les WASP, c'est les femmes pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui est difficile à lire. Alors, ok, c'est écrit pour être dans les années 50, donc forcément, il y a énormément de sexisme, ce qui est attendu pour un livre pareil. Mais alors, Elma York, t'as envie de la secouer tout le temps. Cette femme, elle est timide, et elle est toute frêle et toute fragile, elle est tout le temps en train de se planquer derrière son mari, et elle est tout le temps avec des crises d'angoisse. En fait, elle est... Et d'un côté, elle est cool parce que c'est une nana intelligente, tu vois, elle a un doctorat et tout, enfin, elle est censée avoir des trucs à dire. Et en fait, elle est juste tellement perclue par sa propre angoisse à se demander comment elle était pilote, quoi. Franchement, elle est chiante à mourir. Et du coup, ça rend le livre hyper pas intéressant. Ça, et le fait que, en fait, à chaque début de chapitre, on a des espèces de petits trucs de journal, en fait, pour t'expliquer ce qui se passe dans le monde après la chute de la météorite. Donc, on sait qu'il y a des effets climatiques ailleurs, mais elle, qui se trouve à 500 bornes, même pas, de la chute de la météorite, elle bouffe normalement. La seule chose qu'elle n'a pas, c'est qu'elle voit pas ses étoiles. Oh mon Dieu, elle voit pas d'étoiles, mon Dieu, elle va mourir, mais elle bouffe normalement, tout va bien dans sa petite vie, elle a de l'eau courante, tout va bien, alors qu'on sait qu'il y a le monde entier qui est en train de mourir. Elle, tranquille, ça va. C'est pas crédible. Elle a aucune conséquence de la météorite alors qu'elle a 500 bornes, même pas Enfin bref. Pas crédible, vraiment dommage parce qu'on aurait pu vraiment avoir un côté un petit peu à la Hidden Figures, qui est un de mes films préférés sur les calculatrices de la NASA. Si vous n'avez pas vu ce film, ça vient d'éléments, tirés de faits réels. C'est absolument génial, ça me fait beaucoup penser à ça. Sauf que Hidden Figures, c'est un putain de film sur le féminisme et sur comment les femmes, à l'époque, les femmes noires, ont réussi à montrer qu'elles pouvaient être aussi fortes que des hommes, à être intelligentes, à avoir des diplômes, à servir vraiment à l'effort, en fait, d'emmener les hommes sur la Lune. Là, ça tombe à côté. Ça tombe complètement à côté. Allez, il nous reste 2 livres, dont un audiobook qui va aller très très vite. Le dernier livre, on va dire, que j'ai lu ce mois-ci et que j'ai fini aujourd'hui, c'était The Kaiju Preservation Society de John Scalzi, sorti en 2022. Il est sorti le 15 février, donc c'était vraiment là, il y a quelques jours.
où nous suivons Jamie Gray qui travaillait avant chez Food Mood, qui est un genre de Deliveroo, et qui, à l'heure de la pandémie, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, la pandémie, le Covid fait vraiment partie du lore maintenant des livres de science-fiction, se fait virer et doit du coup délivrer des plats. Voilà, c'est des choses qui arrivent et c'est un métier comme un autre. Et un jour, il délivre un plat à un de ses anciens amis qui se trouve faire partie d'une organisation non gouvernementale, sans profit du coup. Ce mec-là lui dit « Viens mon coco, j'ai besoin de toi pour soulever des trucs ». Et en fait, cette organisation non gouvernementale sans profit est la Kaiju Preservation Society, donc la société préservatrice des kaiju, qui se trouve être sur une espèce de... un peu à la manière de la longue terre de Terry Pratchett et Stephen Baxter, une terre alternative, un multivers on va dire. Il y a différents portails en fait qui permettent sur Terre d'aller vers ce multivers-là, où se trouvent des kaijus en fait. Les kaijus, si vous ne connaissez pas, c'est Godzilla. Par exemple, c'est ça en fait, des kaijus, c'est des énormes monstres qui ne sont pas censés exister dans notre physique, on va dire, et qui existent, et du coup ils doivent protéger ces kaijus des humains, aussi protéger les humains des kaijus, parce que parfois, quand il y a des interactions nucléaires, eh ben, les kaijus peuvent entrer dans notre planète, et du coup c'est la merde, donc ils les étudient, ils font des petits trucs, voilà, ils font des petits bails comme ça. On découvre avec Jamie cette mystérieuse autre terre du multivers. Si vous avez besoin d'un livre pour vous poser le cerveau, lisez ce bouquin. Si vous voulez un livre de hard SF qui vous explique le principe des kaijus, laissez tomber. Voilà. C'est un peu ça. J'ai du mal à vraiment savoir si c'est un livre sympathique ou un livre complètement con. Parce que le début est très sympa, tu découvres le truc, machin, pandémie, t'as l'impression de revoir un petit peu ta vie, c'est cool. Et puis t'as la fin, avec le dénouement de fin et le méchant, et tu te dis, mon Dieu, c'est genre OSS 117, quoi. C'est ce niveau-là. J'ai pas du tout aimé, par contre, encore une fois, très John Scalzi, le côté... les personnages qui s'envoient des pics tout le temps, c'est très rapide, c'est pas comme ça que les gens discutent dans la vraie vie, en fait, tu vois. C'est un livre, en fait, où il n'y a pratiquement pas de description. Tu sais pas à quoi ressemblent les kaijus, on te dit juste, ouais, c'est grand, c'est immense, c'est pas du tout terrien, tu vois, c'est tellement bizarre que ça ressemble pas à... Ok, mais décris-moi, en fait, tu vois. Il n'y a pas de description, c'est des didascalies, en fait. Il y a autant de descriptions que dans une pièce de théâtre. C'est pratiquement que des dialogues, dialogue sur dialogue sur dialogue. On ne sait pratiquement pas ce que pensent les personnages, on ne sait pratiquement pas comment en fait ils le prennent, ils l'expriment. On a les dialogues, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils ressentent eux. On a un livre qui est écrit en jeu, on ne sait pas vraiment ce que le mec ressent en fait tout au long. On le suit soulever des trucs, parce que son métier là, sur cette terre-là, c'est de soulever des trucs. Littéralement, il le dit, mais genre, j'aurais dû compter, il doit le dire mais 50 fois en 220 pages, ça me rendait dingue. Son métier en fait, c'est de servir un peu d'homme à tout faire. Il soulève des trucs. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'est rigolo. En soi, tu passes un bon moment, mais en vrai, il n'y aurait pas eu la fin, j'aurais passé un bon moment. Puis la fin est arrivée avec le méchant de l'histoire, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc, je lui ai mis 4 étoiles, je crois, sur le coup de 8, parce qu'en soi, j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Mais vraiment, c'est vraiment un livre pose-cerveau, quoi. C'est un film de kaiju. C'est Godzilla. Tu poses ton cerveau et tu penses pas à l'interaction nucléaire, tu penses pas au conflit entre le Japon et les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, tu penses pas à tout ça. Tu dis juste, ouais, il y a un énorme truc et on va l'étudier et c'est cool. Ça fait penser quand t'étais gamin que tu voulais aller dans ton jardin pour chercher des Pokémon. Voilà. C'est très enfantin, autant dans le bon sens que dans le mauvais sens. Voilà. Allez, dernier livre et après je vous fous la paix que j'ai écouté en livre audio, en audiobook, c'est Darth Plagueis de James Luceno, je crois, sorti en 2012, où nous suivons du coup Darth Plagueis, qui était le maître de Palpatine, comment en fait il est arrivé au pouvoir et comment il a découvert Palpatine et comment il a poussé Palpatine au pouvoir. Très bon bouquin de l'univers Star Wars édentu. J'ai passé un super moment parce que c'était un bouquin adulte avec de l'économie, de la fiscalité, de la politique, et ça, bordel, c'est bon. C'est ce qui manque beaucoup dans beaucoup d'univers étendus Star Wars, et mine de rien dans les films Star Wars, les originaux, c'est comment est-ce que ce monde existe et comment est-ce qu'il fonctionne politiquement et économiquement. On a enfin ça, et c'était super intéressant. Petit point faible, si vous l'écoutez en version du coup en anglais, la voix de l'acteur était pas ouf. Parfois franchement incompréhensible quand il prenait des voix surtout de femmes, enfin de personnages de sexe féminin. Et alors la voix qui donne à Palpatine jeune, je vais me faire strike si je la mets, mais s'il pouvait essayer de le trouver, en fait il lui fait une voix de canard super pincée, et je sais que l'acteur qui joue Palpatine a une voix un petit peu pincée comme ça, mais là vraiment il lui donne, quand il est gamin on dirait il parle un petit peu comme ça, et c'est vachement pincé, et c'est trop bizarre. Mais
J'ai beaucoup apprécié et ça se voit qu'il y a eu un travail vraiment sur le monde de Star Wars, ça se voit qu'il y a eu un travail de recherche formidable. Et pour le coup, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je lirai d'autres livres de James Luceno s'il en a fait d'autres sur l'univers étendu parce que ça, c'était cool. En tout cas, beaucoup plus que celui que j'écoute aujourd'hui. J'en suis genre à 70%, j'ai trop hâte de finir parce que mon Dieu, c'est du YA encore. J'ai un truc pour tomber sur des livres de young adult alors que je n'en veux pas, tu sais. Donc voilà, c'est tout pour moi. Allez, c'était pas un mois si terrible que ça, il y a quand même eu Annihilation que j'ai juste absolument adoré, donc foncez le lire vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous voulez lire peut-être en avril. Merci vraiment aux tipeurs qui ont participé au Tipeee, comme d'habitude il est toujours dans la description. Merci à vous vraiment de m'avoir aidé, d'avoir contribué au Tipeee, c'était trop généreux de votre part, merci à vous. Merci à tous de me suivre, d'être sur tous mes réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt dans l'univers.